Votre plan de soins palliatifs est excellent, professeur. Il n'a qu'un seul défaut. Cette fille n'est pas en train de mourir, elle est en train de se cacher. Cette histoire pourrait se passer dans votre ville. Dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. » La voix, claire et étonnamment posée pour une enfant, résonna dans le silence oppressant de la suite présidentielle de l'hôpital Necker. Ce n'était pas une chambre, mais une déclaration de richesse. Des murs lambrissés de chêne clair, un sol en marbre italien si poli qu'il reflétait les lumières douces du plafond, et une baie vitrée immense qui encadrait les toits de Paris comme une œuvre d'art vivante. Au loin, la tour Eiffel scintillait, indifférente au drame qui se jouait. L'air, un mélange stérile d'antiseptique et du parfum coûteux d'un bouquet de lys blanc, vibrait au rythme lent et régulier des moniteurs médicaux dernier cri. Au centre de cette opulence se tenait Alexandre Beaumont, PDG d'un empire du luxe. Son costume à 5 000 € semblait soudainement trop lourd sur ses épaules affaissées. À ses côtés, le professeur Lemaire, sommité médicale à l'arrogance aussi impeccable que sa blouse blanche, fronça les sourcils. Puis, tous les regards convergèrent vers la porte. Là, minuscule et incongrue, se tenait Chloé, 7 ans, noyée dans un blouson trop grand et une tache de boue séchée sur la joue, ses pieds nus contrastant violemment avec le marbre froid et immaculé du sol. Elle était une anomalie, une erreur dans ce tableau de pouvoir et de chagrin aseptisé. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Pendant une seconde suspendue, les moniteurs cardiaques semblaient être les seuls à oser respirer dans la pièce. Le professeur Lemaire, dont le visage était une étude de l'indignation outragée, fut le premier à retrouver sa voix. Un rire sec, dédaigneux, s'échappa de ses lèvres. « Une hallucination », cracha-t-il, s'adressant à Alexandre Beaumont, comme si Chloé notait qu'une tache sur la vitre. « Le stress vous joue des tours. Sécurité, veuillez escorter cette chose hors de ma vue. » Un des gardes de corps, une montagne de muscles discrètement placés près de la porte, s'avança avec une efficacité silencieuse. Ses chaussures italiennes ne faisaient aucun bruit sur le marbre, mais chaque pas était une menace. Il n'y avait aucune malice dans son regard, seulement le détachement professionnel de quelqu'un habitué à effacer les problèmes. Il tendit une main large, non pour la toucher, mais pour indiquer la sortie, un geste qui la traitait moins comme une personne qu'un obstacle à déplacer. Pourtant, Chloé ne recula pas. Elle restait immobile, une petite statue des défis au milieu de l'opulence. Ses yeux, d'un sérieux qui n'appartenait pas à une enfant de 7 ans, n'étaient pas fixés sur le garde qui approchait, ni sur le professeur furieux. Ils étaient rivés sur la silhouette fragile de Yasmine, la fille d'Alexandre, immobile dans son lit. C'est pour elle qu'elle était là. La faim qui l'avait poussée à franchir les portes de l'hôpital était oubliée, remplacée par une urgence bien plus profonde. Voyant son impassibilité, l'arrogance du professeur Lemaire monta d'un cran, se transformant en cruauté pure. « Qu'est-ce que tu veux, gamine de rue? Une pièce? Un sandwich? Tu t'es perdue en cherchant la cafétéria des pauvres ?» Chaque mot était conçu pour la réduire à néant, pour la rappeler à sa place, pour souligner l'abîme social qui les séparait. Il voulait l'humilier, la briser, devant cet auditoire de pouvoir et d'argent. Assez. Le mot, prononcé d'une voix calme mais chargé d'une autorité absolue, stoppa net le garde de corps. Alexandre Beaumont, qui était resté un observateur silencieux jusqu'à présent, fit un pas en avant. Une lueur étrange brillait dans ses yeux, un mélange de désespoir total et d'amusement macabre. Le monde s'était déjà effondré pour lui. Pourquoi ne pas regarder un dernier spectacle absurde avant que le rideau ne tombe? Il s'adressa à Chloé, son ton glacial contrastant avec la chaleur de la pièce. « Très bien, petite sauveuse, je vous donne 60 secondes. » Il jeta un regard à sa montre en or, dont le tic-tac semblait soudain résonner dans la pièce. « Si vous obtenez la moindre réaction de ma fille, un silement, un murmure, un souffle différent, je vous donne 1 million d'euros. » Une pause. Il la dévisagea, la jaugeant. « Mais si vous échouez, si dans 60 secondes rien ne se passe, je m'assurerai personnellement que vous ne remettiez plus jamais les pieds dans un hôpital, ni dans aucune autre institution de cette ville. Vous retournerez dans le trou d'où vous venez, et cette fois, personne ne vous en laissera sortir. » L'offre n'était pas un espoir, c'était un piège, une mise en scène de sa propre agonie. La suite présidentielle se transforma en arène. Le professeur Lemaire affichait un sourire suffisant, ravi de cette humiliation publique. Les infirmières retenaient leur souffle, partagées entre la pitié pour l'enfant et la peur de leur employeur. L'air vibrait de cette tension cruelle. Le spectacle d'une enfant jetée en pâturait à un lion blessé. C'était un jeu de milliardaire, un caprice né de la douleur la plus profonde. Sans un mot, Chloé hocha la tête. Elle acceptait le pari. Elle ne regarda ni l'argent, ni la menace. Elle ignora les adultes et leur théâtre de la cruauté. D'un pas lent et délibéré, ses pieds nus et sales dessinant des traces presque invisibles sur le sol immaculé, elle s'approcha du lit high-tech où reposait l'héritière d'un empire, la fille que la meilleure science du monde avait condamnée. Le compte à rebours mental d'Alexandre Beaumont commença, chaque seconde s'étirant dans un silence presque tangible. Chloé ignora le tic-tac de la montre en or, le ricanement à peine contenu du professeur Lemaire et l'aura de désespoir glacé qui émanait du milliardaire. Son univers se rétrécit pour ne contenir que le lit médicalisé et la silhouette immobile qui y reposait. Elle n'était pas une enfant jouant un jeu, elle était une spécialiste arrivant sur le lieu d'un accident invisible. Avec une concentration qui confinait au sacré, elle posa sa main, petite et marquée par la saleté des rues, sur celle de Yasmine, dont la peau était pâle et translucide. Ce contact était un pont jeté par-dessus un abîme, entre la pauvreté et la richesse, entre la santé et la maladie,
entre un monde qui l'avait abandonné et une fille qui s'était abandonnée elle-même. Le contraste était saisissant, un tableau vivant de deux solitudes qui se rencontraient. Puis, elle parla. Sa voix, dénuée de toute inflexion enfantine, coupa le silence comme un scalpel. « Ce n'est pas de la catatonie idiopathique, déclara-t-elle, en regardant non pas les adultes, mais directement les paupières closes de Yasmine. Les mots, précis et cliniques, semblaient absurdes sortant de sa bouche, mais ils étaient prononcés avec une autorité qui glaça le sang de l'assistance. Le professeur Lemaire émit un son étranglé, un mélange de mépris et d'incrédulité. Il s'apprêtait à protester, à ridiculiser cette impertinence, mais un regard d'Alexandre Beaumont, aussi tranchant qu'une lame, le figea sur place. Le milliardaire ne savait pas ce qu'il espérait, mais pour la première fois depuis des mois, il sentait quelque chose percer son armure de cynisme. Chloé continua, imperturbable, son diagnostic s'écoulant avec la fluidité d'un rapport médical. C'est une boucle de dissociation somatique. Ses voies neuronales sont intactes, mais son système limbique a activé un protocole de paralysie pour la protéger d'une menace perçue. Chaque terme technique était un coup porté à l'ego du grand professeur, qui la regardait maintenant avec une horreur non dissimulée. Elle se pencha légèrement, son regard d'experte balayant le visage de Yasmine. « La preuve est là, sous vos yeux, dit-elle, presque comme un reproche. Elle pointe un doigt minuscule vers le coin de l'œil de Yasmine. Je vois les micro-tremblements de suppression dans les muscles orbiculaires. C'est le signal que le cerveau lutte activement pour maintenir l'immobilité. » Puis vint la phrase qui frappa Alexandre Beaumont en plein cœur, une vérité qu'il avait refusé de voir. C'est le schéma classique du trauma de la performance. Ces quelques mots firent l'effet d'une déflagration dans la pièce. Il ne décrivait pas seulement un symptôme, il mettait en accusation un mode de vie, une pression constante, latence insoutenable de la perfection qui pesait sur les épaules de sa fille. Le silence qui suivit fut total, assourdissant. Le ricanement avait disparu du visage du professeur Lemaire, remplacé par une pâleur séveuse. L'arrogance s'était évaporée, laissant place à la prise de conscience brutale de son échec. Dans les yeux d'Alexandre, la lueur d'amusement macabre s'était transformée en une lueur d'espoir fragile et terrifiante. Ayant posé le diagnostic, Chloé changea de registre. Sa voix clinique s'adoucit, se muant dans un murmure empreint d'une empathie pure. C'était la technique de la résonance empathique, non pas apprise dans un livre, mais ressentie dans les fibres de sa propre souffrance. Elle se pencha jusqu'à ce que ses lèvres frôlent l'oreille de Yasmine. « Tu n'as pas à être la meilleure, chuchota-t-elle. Chaque mot était une permission, une absolution. Tu n'as pas à être forte. Tu as le droit de craquer. Nous sommes là. Tu peux lâcher prise. » Ce n'était pas une supplique, mais une invitation douce à revenir d'un exil auto-imposé. Soudain, le rythme régulier du moniteur cardiaque s'emballa, émettant une série de bips aigus qui firent sursauter tout le monde. Puis, aussi lentement qu'un pétale se détachant d'une fleur, une unique larme perla au coin de l'œil de Yasmine et traça un sillon humide sur sa joue. Simultanément, son index, qui reposait inerte, se contracta et serra faiblement la main sale de Chloé. Le temps s'arrêta. Le défi était relevé. Le miracle que des millions d'euros et la meilleure science du monde n'avaient pu acheter venait d'être accompli par une orpheline aux pieds nus. Alexandre Beaumont laissa échapper un sarlot qu'il retenait depuis une éternité, un son rauque, à mi-chemin entre le sanglot et le soulagement, qui marqua la fin de son long hiver et le début de tout le reste. Le bip stribo et répété du moniteur cardiaque fut le premier son à déchirer le voile du silence. Ce n'était pas un son de détresse, mais un cri de réveil, une annonce télégraphique et indiscutable que la vie, obstinée, reprenait ses droits dans une forteresse que la science avait déclarée assiégée. Puis vint l'image. L'alarme, solitaire et parfaite, traça un chemin sur la peau diaphane de Yasmine, suivie par la contraction presque imperceptible de son index contre la main sale mais étrangement réconfortante. De Chloé. Ce n'était pas une hallucination. C'était une réponse, une connexion rétablie à travers un abîme de silence. Le silence qui s'ensuivit fut d'une nature entièrement différente. Ce n'était plus un silence de tension, mais de stupéfaction catatonique. Une onde de choc invisible balaya la suite présidentielle, figeant les corps et les esprits. Le temps lui-même semblait s'être suspendu, retenant son souffle devant l'impossible qui venait de se matérialiser. Une infirmière porta une main à sa bouche, son souffle coupé, audible dans l'immobilité soudaine. Une autre laissa échapper un murmure si bas qu'il fut à peine perceptible, un mot qui ressemblait à incroyable. Leurs visages, formés par des années de détachement professionnel, étaient désormais des masques de pure incrédulité. Le visage du professeur Lemaire était une frasque de décomposition. La suffisance s'était évaporée, remplacée par une pâleur cireuse. Ses yeux, qui quelques instants auparavant lançaient des éclairs de mépris, étaient maintenant écarquillés, fixant le doigt contracté de Yasmine, comme s'il s'agissait d'une aberration défiant les lois de la physique.
Ce n'était pas une erreur de diagnostic, c'était l'anéantissement public de son dogme, la démolition de décennies d'arrogance bâtie sur la certitude. Dans le regard de cet enfant des rues, il ne voyait pas une rivale, mais un jugement. La honte, brûlante et acide, lui montait à la gorge, le rendant muet. Alexandre Beaumont, lui, ne bougeait pas. Son corps était rigide, une statue de marbre dans son propre sanctuaire de luxe. Ses yeux n'étaient pas sur le moniteur, ni sur le professeur humilié. Ils étaient rivés sur l'alarme de sa fille, ce minuscule océan de preuves qui valait plus que tous ces milliards. Une épiphanie foudroyante le frappa. En regardant Chloé, il ne voyait plus une intruse, une anomalie sociale venue mendier. Il ne voyait plus la saleté sur sa joue ou le blouson trop grand. Il voyait une clarté qu'il avait perdue depuis longtemps, une capacité à percevoir l'essentiel au-delà des apparences. Cet enfant n'était pas seulement la clé pour sa fille, elle était un miroir de sa propre ambition originelle, avant que l'argent ne devienne le but et non plus le moyen. Elle était la solution non pas à la maladie de Yasmine, mais à sa propre solitude, au vide existentiel que son empire ne parvenait plus à combler. Le centre de gravité de la suite présidentielle venait de se déplacer. Il ne reposait plus sur la fortune d'Alexandre ou le savoir de Lemaire, mais sur les épaules frêles d'une orpheline de 7 ans qui se tenait droite au milieu du chaos silencieux qu'elle venait de créer. Tentant désespérément de reprendre le contrôle, le professeur Lemaire retrouva un filet de voix, un croassement pathétique. Une coïncidence, un simple spasme réflexe. Le stress peut provoquer des réactions involontaires. Ces mots flottaient dans l'air, vides de toute conviction, les dernières pelletées de terre jetées sur la tombe de sa crédibilité. Assez. La voix d'Alexandre Beaumont tomba comme une lame de guillotine, nette, froide et sans appel. Elle ne contenait aucune colère, seulement le poids d'une certitude absolue. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il fit un pas, se plaçant subtilement entre Chloé et le professeur, un bouclier humain fait d'autorité et de conviction. Son regard d'acier se posa sur le médecin, le clouant sur place. « Professeur », commença-t-il, son ton d'une politesse glaciale qui était plus insultante que n'importe quelle invective. « Pendant 6 mois, vous m'avez montré des encéphalogrammes, des rapports, des analyses de données. Vous avez utilisé les machines les plus chères du monde pour me prouver que ma fille était une coquille vide. Chaque mot était mesuré, chaque syllabe était une accusation. Cet enfant, sans aucun de vos appareils, sans vos diplômes et sans votre arrogance, a fait ce que votre science a déclaré impossible. Elle n'a pas regardé les moniteurs, elle a regardé ma fille, et elle l'a vue. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles écraser le professeur. « Votre expertise est un luxe que je ne peux plus me permettre. Vos services ne sont plus requis ici. » Il fit un signe de tête au garde de corps qui se tenait près de la porte. Le même homme qui, quelques minutes plus tôt, s'apprêtait à expulser Chloé. Mais cette fois, l'ordre silencieux était différent. La cible n'était plus la pauvreté, mais le préjugé. Le garde de corps comprit immédiatement. Avec la même efficacité silencieuse, il s'approcha du professeur Lemaire et de son équipe. « Monsieur le professeur, je vais vous demander de bien vouloir quitter les lieux, maintenant. » Le renversement de situation était total, la justice poétique dans sa forme la plus pure et la plus brutale. L'air, purifié de l'arrogance et de la fausse certitude, sembla soudain plus léger, plus respirable. La pièce, vidée de ses antagonistes, redevient ce qu'elle aurait toujours dû être. Non pas une arène, mais une chambre de guérison, un sanctuaire fragile, où l'espoir venait de renaître. Le départ du professeur Lemaire et de son entourage laissa derrière lui un silence d'une pureté assourdissante. L'air, débarrassé du poids de l'arrogance et de la certitude scientifique, semblait enfin respirable. Le seul son qui subsistait était le rythme régulier et désormais apaisé du moniteur cardiaque de Yasmine, un métronome pour un nouveau commencement. Alexandre Beaumont sentit le sol de son univers qui s'était dérobé sous ses pieds pendant des mois se reformer lentement. Il détourna son regard de la silhouette humiliée du professeur disparaissant dans le couloir pour le poser sur sa fille. La trace de cette unique larme sur sa joue était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais vue. Puis, ses yeux se posèrent sur Chloé. Il s'approcha d'elle, non plus avec la démarche assurée d'un PDG dominant son espace, mais avec une hésitation presque révérencieuse. Il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il s'agenouilla. Il mit un genou à terre sur le marbre froid et immaculé pour que son regard soit exactement au même niveau que cet enfant qui venait de lui rendre l'espoir. Sa voix, lorsqu'il parla, était rauque, brisée par une émotion qu'il ne cherchait plus à contenir. « Le 1 million d'euros est à vous », dit-il simplement, comme s'il s'acquittait d'une dette banale. C'était la seule langue qu'il avait connue jusqu'à présent, celle des transactions et des récompenses. Mais Chloé ne réagit pas, elle ne s'y a même pas. Son attention n'était pas tournée vers le milliardaire à ses genoux, mais vers la main de Yasmine, qu'elle tenait toujours délicatement. Pour elle, le pari n'avait jamais existé. Seule l'urgence de la connexion importait. L'argent était une abstraction sans couleur et sans chaleur. Alexandre comprit alors la futilité de son offre. Cet argent, qui pouvait acheter des entreprises, des îles et le silence des hommes, était comme de la poussière face à ce qui venait de se produire. Il sentit une vague de honte le submerger. Il avait traité ce moment sacré comme une vulgaire transaction.
Il devait trouver la bonne question. « Alors, que veux-tu » demanda-t-il, sa voix plus douce cette fois, plus implorante. « Dis-moi, n'importe quoi. Un foyer, des jouets, des études dans les meilleures écoles du monde. Tout ce que tu peux imaginer, c'est à toi. » Et lui offrait son royaume, espérant qu'une partie de celui-ci aurait de la valeur à ses yeux. Ce fut à ce moment seulement que Chloé tourna son visage vers lui. Ses yeux, d'une profondeur insondable pour une enfant de 7 ans, le fixèrent. Ce n'était pas un regard de désir ou de calcul, mais un regard qui semblait sonder son âme, cherchant une vérité bien au-delà de sa fortune. « Je ne veux pas de votre argent, monsieur, » répondit-elle, sa voix posée tranchant avec la tourmente émotionnelle de la pièce. Chaque mot était simple, direct, et portait le poids d'une vie de déception. Elle continua, expliquant une vérité qu'il n'avait jamais eu à considérer. « L'argent, ça s'en va. Les choses qu'on achète, on les perd ou on nous les prend. Les gens vous donnent des choses pour que vous partiez. » Sa logique était implacable, forgée dans l'acier froid de l'abandon. Puis vint la phrase qui fit voler en éclats le cœur et l'armure d'Alexandre Beaumont. Elle le regarda droit dans les yeux, une vulnérabilité immense perçant enfin sa façade stoïque. « Je veux quelqu'un qui ne part pas, quelqu'un qui reste même quand la porte est fermée et qu'il n'y a plus de bruit. » Ce n'était pas une demande, c'était la définition même de ce qui lui avait été volé. C'était le cri silencieux de tous les enfants du foyer de Saint-Denis, le désir fondamental d'une présence permanente dans un monde de fantômes passagers. Pour Alexandre, ces mots furent un miroir de sa propre absence, même aux côtés de sa fille. Il sentit une larme, chaude et inattendue, rouler sur sa propre joue. Il comprit. Il ne s'agissait pas de donner, mais d'être. Il ne s'agissait pas de richesse, mais de présence. Il hocha lentement la tête, scellant un pacte silencieux qui allait redéfinir sa vie entière. « Je ne partirai pas, » promit-il, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Je ne partirai plus jamais, » répéta-t-il, s'adressant autant à Chloé qu'à lui-même et à la silhouette endormie de sa fille. « Reste avec nous. Sois sa sœur. Laisse-moi être ton père. » L'offre n'était plus un contrat, mais une prière. Pour la toute première fois, le visage de Chloé se fendit. Une unique larme, jumelle de celle de Yasmine, s'échappa de son œil et traça un sillon sur sa joue marquée par la boue. Elle ne dit rien. Elle se contenta d'hocher la tête, un mouvement presque imperceptible qui signifiait tout. Le pacte était scellé. 6 mois s'étaient écoulés. 6 mois qui avaient transformé le marbre froid de l'hôpital Necker en un souvenir lointain. La scène se déroulait désormais sous les lustres en cristal de l'amphithéâtre Richelieu, au cœur de la Sorbonne. Un lieu empreint d'histoire et de savoir, où les plus grands esprits de France avaient débattu du destin du monde. Chloé, vêtue d'une simple robe marine, se tenait en coulisses. Ses cheveux étaient propres et coiffés. Ses joues avaient retrouvé les couleurs de l'enfance. Mais dans ses yeux persistait cette même gravité, cette lucidité qui avait foudroyé un empire. Aujourd'hui n'était pas un pari, mais une inauguration. Alexandre Beaumont avait réuni un parterre de maires des plus grandes métropoles mondiales, de sociologues renommés et de philanthropes influents, pour le lancement officiel de la Fondation Beaumont pour la guérison du traumatisme silencieux. Les enjeux étaient immenses. Il ne s'agissait plus de sauver une vie, mais de convaincre le monde de changer sa manière de voir des millions d'autres. L'avenir de la Fondation et la crédibilité d'Alexandre reposaient sur les épaules d'une enfant de 7 ans. Dans la salle, l'atmosphère était un mélange de curiosité polie et de scepticisme à peine voilé. Des murmures parcouraient les rangées. On parlait d'un coup de communication de génie, d'une mascotte touchante, d'un caprice de milliardaire. Pour ces décideurs habitués au graphique et aux rapports chiffrés, l'idée qu'une enfant des rues puisse être la pierre angulaire d'une initiative mondiale de 500 millions d'euros relevait de la fable, une histoire charmante, mais déconnectée de la dure réalité politique et sociale. Depuis le premier rang, Alexandre Beaumont observait la scène. Il n'y avait plus de désespoir dans ses yeux, seulement une confiance tranquille et absolue. À ses côtés, Yasmine, dont la convalescence était un miracle quotidien, serrait la main de son père. Elle n'était pas seulement guérie, elle était transformée, regardant vers la scène avec une admiration sans borne pour celle qu'elle appelait désormais sa sœur. Alexandre avait tout misé sur Chloé, non pas par gratitude, mais par conviction. Il avait vu la vérité, et il pariait que le monde la verrait aussi. Lorsque son nom fut appelé, Chloé s'avança vers le pupitre. Ses pas étaient lents, mesurés, sans la moindre trace d'hésitation. Elle monta sur l'estrade prévue pour elle, un simple marchepied en bois qui la rehaussait juste assez pour atteindre le micro. Elle ne semblait ni impressionnée par les dorures de l'amphithéâtre, ni intimidée par l'assemblée de puissants qui la dévisageaient. Son calme était sa force, un silence qui commandait l'attention avant même que le premier mot ne soit prononcé. « Bonjour », commença-t-elle, sa petite voix claire résonnant dans l'acoustique parfaite de la salle. « Je sais ce que vous voyez, une enfant, et vous vous demandez ce qu'une enfant peut bien vous apprendre sur les problèmes du monde. » Elle marqua une pause,
laissant le poids de cette vérité s'installer. C'est justement de cela que je suis venue vous parler, du danger de ne voir que ce que l'on s'attend à voir. Elle n'utilisait ni notes ni diapositives. Son discours était une conversation. Elle parlait du traumatisme silencieux, non pas avec des termes cliniques, mais avec des mots simples et universels. Le traumatisme silencieux, expliqua-t-elle, ce n'est pas une maladie qu'on trouve dans les livres. C'est le bruit que fait une âme quand personne ne l'écoute. C'est le froid d'un dortoir en hiver. C'est la faim qui tord le ventre. C'est être invisible au milieu d'une foule. Soudain, une main se leva. Le maire de l'une des plus grandes villes d'Europe, un homme réputé pour son pragmatisme et son impatience, l'interrompit. « Mademoiselle, dit-il, son ton condescendant, vos métaphores sont touchantes. Mais nous gérons des budgets, des infrastructures, des crises migratoires. Comment votre écoute peut-elle se traduire en une politique publique quantifiable et efficace face à des déficits structurels systémiques ?» Il venait de lui tendre un piège, cherchant à l'humilier par le jargon technocratique. Chloé le regarda, sans cilier, et attendit que le silence se fasse complètement. « Monsieur le maire, répondit-elle doucement, vos modèles parlent de déficit structurel. Moi, je parle d'un garçon de mon ancien foyer, Léo, qui volait du pain non pas parce qu'il était un délinquant, mais parce que sa petite sœur pleurait de faim la nuit. Le déficit n'était pas dans votre budget, il était dans son assiette. » La simplicité de sa réponse désarma l'Assemblée. Elle venait de traduire un concept abstrait en une vérité humaine irréfutable. Un changement radical s'opéra dans la salle. Le scepticisme s'évapora, remplacé par une attention intense, presque dévote. Les murmures cessèrent. Les stylos se mirent à gratter frénétiquement sur le papier. Les visages les plus cyniques affichaient désormais une expression de profonde réflexion. Ils n'écoutaient plus une enfant, mais une visionnaire qui leur rappelait la raison fondamentale de leur engagement, l'humain. Alexandre sentit une vague d'émotion le submerger. Il croisa le regard du maire qui avait posé la question. L'homme, auparavant si arrogant, hocha maintenant la tête. Un signe de respect et de capitulation. C'était la validation ultime. Son choix n'avait pas été un acte de foi aveugle, mais l'investissement le plus lucide de sa vie. La véritable valeur n'était pas dans les chiffres de son empire, mais dans la clarté de cette petite fille. Chloé conclut son discours par un appel, non pas à la générosité, mais à la lucidité. Ne construisez pas plus de centres. Apprenez à voir les enfants qui s'y trouvent. Ne votez pas plus de lois. Apprenez à écouter. La solution n'est pas dans l'argent que vous donnerez, mais dans l'attention que vous porterez. Une ovation se leva, un tonnerre d'applaudissements qui n'avait rien de protocolaire. C'était un rugissement d'adhésion, une reconnaissance unanime que la plus grande des sagesses venait de parler. Chloé n'était plus une intruse, elle était une boussole. 10 ans plus tard, l'air des Alpes suisses est pièvre, froid et tranchant, tout comme les esprits réunis dans la salle principale du Forum économique mondial de Davos. C'est un lieu où des empires se font et se défont sur des graphiques de projection, où l'avenir du monde est débattu en termes de taux d'intérêt et de chaînes d'approvisionnement. Sur scène, Alexandre Beaumont n'est plus le PDG impitoyable que le monde a connu. Son costume est toujours impeccable, mais son regard s'est adouci. Il est devenu l'un des philanthropes les plus respectés de la planète, un homme qui a troqué la quête du profit pour celle du sens. Il s'avance vers le micro, le silence se faisant instantanément. Il y a 10 ans, commence-t-il, sa voix résonnant avec une émotion contenue, j'ai appris que le plus grand investissement de ma vie ne serait pas une entreprise, mais une seule question posée par une enfant de 7 ans. Aujourd'hui, cet enfant est devenu la boussole morale de notre époque. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la fondatrice des Sanctuaires Chloé et la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix, Chloé Beaumont. Chloé, 17 ans, s'avance sur la scène sous un tonnerre d'applaudissements. La silhouette frêle a laissé place à une jeune femme à la posture droite et à l'assurance tranquille. Au premier rang, Yasmine, aujourd'hui une brillante chercheuse en neurosciences à la Sorbonne, la regarde avec des larmes de fierté dans les yeux. Chloé atteint le pupitre, son regard balayant l'assemblée des puissants de ce monde. Elle attend que le silence s'installe, un silence qu'elle a appris à maîtriser, à remplir non pas de bruit, mais de présence. « Bonjour », dit-elle simplement. « Je sais que beaucoup d'entre vous voient encore la petite fille des rues qui a interrompu une réunion. C'est une bonne chose. N'oubliez jamais cette image, car c'est de là que vient la plus grande innovation de notre temps. La décision de regarder au-delà de l'étiquette pour voir l'humain. Nous n'avons pas résolu la crise du traumatisme infantile avec de l'argent. Nous l'avons résolue avec de l'attention. » Le méthode Chloé, initialement une intuition chuchotée à l'oreille d'une enfant brisée, est devenue un protocole mondial. Les anciens foyers de Laz, ces bâtiments gris et désespérés, ont été rasés et remplacés par les sanctuaires Chloé. Des campus où la psychologie, l'art et la neuroscience convergent pour appliquer un seul principe, la résonance empathique. On n'y gère plus des cas difficiles, on y écoute des histoires, on valide des douleurs et on reconstruit des futurs. Les résultats sont vertigineux. Dans les pays ayant adopté le modèle des sanctuaires, la délinquance juvénile a chuté de 70%. Le taux de réussite scolaire chez les enfants placés a triplé. Le modèle a été adapté pour les vétérans de guerre, les réfugiés et même dans le monde de l'entreprise pour lutter contre le burn-out. Chloé n'a pas seulement sauvé une vie ce jour-là, elle a fourni un nouveau langage à l'humanité pour parler de sa propre souffrance. Au cœur de cette révolution se trouve un trio inséparable.
Pendant que Chloé est la visionnaire, Yasmine est sa preuve scientifique. Son laboratoire à la Sorbonne a publié des études révolutionnaires, cartographiant les circuits neuronaux de la dissociation somatique, et prouvant par l'imagerie cérébrale comment la simple présence empathique peut littéralement recabler un cerveau traumatisé. Alexandre, lui, est le bâtisseur, utilisant son ancien empire pour construire non plus des tours de verre, mais des ponts entre les âmes. On me demande souvent quel est le secret de notre succès, continue Chloé depuis la scène de Davos, son regard trouvant celui de son père et de sa sœur. Le secret est simple. Nous avons arrêté de demander aux enfants ce qu'ils avaient fait de mal, et nous avons commencé à leur demander « Où as-tu mal ?» Cette question, posée avec sincérité, est la technologie la plus puissante jamais inventée. Elle ne coûte rien et elle peut tout changer. Un silence profond, presque sacré, emplit la salle. Les PDG, les présidents et les rois ne voient plus une adolescente, mais l'incarnation d'une vérité qu'ils avaient oubliée. Chloé termine son discours, non pas par une demande de fond, mais par un défi. Le plus grand potentiel de ce monde ne se trouve pas dans vos portefeuilles d'action. Il se trouve dans les vies que vous jugez invisibles. Regardez, écoutez, osez voir la lumière dans les endroits les plus sombres. L'ovation qui suit est assourdissante, unanime. La sagesse ne connaît ni l'âge, ni la richesse. Le plus grand potentiel se cache souvent nous sous les yeux, attendant simplement que quelqu'un, enfin, décide de regarder.